Mes chers abonnés et non-abonnés, en ces temps troublés, réjouissez-vous. Notre console préférée vient de fêter ses 10 ans, et c'est tout ce qui compte. C'est marrant de se dire que maintenant, la Wii U a été morte plus longtemps qu'elle n'a été vivante. Bah alors pourquoi on continue de compter ses anniversaires alors? On ne dit pas que Victor Hugo a 220 ans, ni que le petit Grégory en a 42. Mais vous avez compris là où je veux en venir, même si la Wii U est toujours vivante dans nos cœurs, la période où elle a été abandonnée par Nintendo est plus longue que la période où elle a été soutenue. Vu qu'on a eu des jeux dessus que pendant 4 ans et demi avant qu'elle se fasse grand remplacer par la Switch. En 6 ans, la grande majorité des jeux Wii U ont donc été portés sur Switch. Mais malgré tout, il existe quelques irréductibles exclus qui résistent encore. Elles s'accrochent et ne veulent décidément pas quitter ce cadavre encore chaud. Pour leur rendre hommage dans leur ténacité et leur courage, je vous propose, pour les 10 ans de la Wii U, une sélection de 10 jeux encore exclusifs. Y a pas que des merveilles, je vous préviens tout de suite. On commence avec le jeu qui a tout commencé, Nintendo Land, la vitrine des capacités de la tablette. Une sélection de petites expériences solo et multi qui exploitent le fait d'avoir une manette avec un écran. Chacune de ces expériences se passe dans un univers de Nintendo, donc pour les fans de leur licence, c'est cool. Non, je rigole, tu contrôles des Mi dégueux, et s'il n'y avait pas le logo ou une petite reprise musicale, tu dirais jamais que t'es en train de jouer à un truc inspiré de Donkey Kong ou de Metroid. Pour faire en sorte que le style visuel reste cohérent d'une expérience à l'autre, on s'éloigne quand même beaucoup du charme des séries originales. C'est pas une célébration comme Smash Bros. J'adore Zelda, pourtant le mini-jeu Zelda il est chiant comme la mort, t'avances sur des rails à 2 à l'heure et tu frappes les ennemis quand ils sont en face de toi. J'ai été surpris de pas vraiment retrouver le génie de Nintendo. Ces bonnes idées qui te font dire « Ah ouais, ils sont malins d'avoir inventé ça !» Non, la plupart des jeux, on dirait des expériences à 3€ qu'on trouve sur l'eShop 3DS. Et franchement, sur les 12 mini-jeux, plus de la moitié aurait simplement pu sortir telle quelle sur 3DS, vu qu'elle a déjà le double écran, l'écran tactile et le gyroscope. Bref, Nintendo Land, c'était pas un jeu qui arrivait à convaincre que la tablette allait révolutionner le game. C'était simplement une DS de salon. Après là, je suis un peu sévère. Sans cracher dans la soupe, il y a moyen que la découverte de certains mini-jeux t'amuse quand même. Mais Nintendo Land, c'est probablement pas un titre sur lequel tu vas avoir envie de revenir ensuite. Du moins, pas en solo. Le truc pas trop mal, c'est les jeux exclusivement multijoueurs, où celui qui a le gamepad affronte tous les autres. Seulement des jeux comme ça, il y en a que 3. Mario, Luigi's Mansion et Animal Crossing. Le concept, c'est toujours un peu le même. T'en as un qui court après tous les autres, ou alors c'est tous les autres qui courent après lui. Ça marche bien, et effectivement, le fait que le joueur avec la mablette ait accès à des infos que les autres n'ont pas, rend certaines parties assez prenantes. Mais même là, je trouve que ça tourne vite en rond. Tu joues pas à ça 3 heures de suite, contrairement à plein d'autres jeux multi. Surtout que là, faut réussir à réunir 4 ou 5 personnes pour que ça soit le plus fun. Ce qui m'est arrivé qu'une seule fois. Là où c'est malin, c'est que si t'es que 2 ou 3, ils rajoutent des bots et adaptent un peu les règles. Donc tu peux quand même t'amuser, mais c'est moins bien. Nintendo Land, faut voir ça comme une démo pas très profonde. Avec des potes c'est meilleur, mais niveau gameplay asymétrique, des jeux comme Jackbox Party ont fait bien mieux depuis. Game & Wario est plus intéressant si tu cherches quelque chose qui exploite vraiment le gamepad. C'est aussi une sélection d'une dizaine d'expériences, mais elles sont un poil plus inventives. Par contre, il est plus orienté solo, donc le potentiel de rejouabilité est moins grand une fois que t'as déjà joué à chaque mini-jeu une fois. T'as plus vraiment envie d'y revenir. Sauf celui où tu joues à la Game Boy sous la couette en évitant que ta mère te voie. Il est stressant au début mais vite addictif. On quitte les compilations expérimentales avec Devil's Third. Pour la petite histoire, il devait sortir sur PS3 et 360, mais il a été annulé pour des raisons financières. Un peu comme pour Bayonetta 2, Nintendo a repris la main dessus pour pouvoir le sortir en exclu. Et c'est un jeu plutôt recherché, qui a son petit noyau de fans, très fiers de pouvoir compter un jeu qu'aucune autre console n'a. Le souci pour moi, c'est que c'est un beat'em all. Et dans le cas où j'aurais pas été assez clair dans toutes mes précédentes vidéos, c'est le style de jeu que je trouve le moins original de la Terre. Donc je pourrais pas vous en dire grand chose. Malgré tout, j'ai trouvé l'impact des coups plutôt réussi avec les vibrations. Le jeu est fluide, facile à prendre en main, je comprends qu'on puisse s'amuser dessus. Faut juste pas espérer un truc délicat et subtil. C'est de la bagarre avec du challenge. NES Remix 1 et 2. J'avais envie de retourner sur des compilations de mini-jeux. Certains me diront que c'est ressorti sur 3DS, mais sur console de salon, ça reste une exclue Wii U. Et puis sur Wii U, c'était 2 jeux, et il y avait plus de contenu. Donc je trouve que ça reste pertinent de les inclure ici.
Je trouve l'idée de NES Remix brillante. C'est la meilleure façon de faire découvrir les premiers jeux Nintendo aux jeunes générations ou à ceux qui les connaissaient pas bien. Et c'est pas une formule toute faite que je répète, je le pense réellement. Ces jeux 8 bits sont archaïques pour la plupart. Ils avaient pas de tuto, fallait lire la notice, mais quand ils jouent aujourd'hui en démat, personne la lit en format numérique. NES Remix, c'est une compilation de petits défis, mais il sert aussi de tutoriel intelligent qui t'enseigne les bases de ces jeux rétro. Moi avant, je connaissais pas les subtilités de Clou Clou Land ou Wrecking Crew avant que NES Remix me les enseigne. Puis quand t'as les bases, il te propose des challenges plus originaux qui, parfois, modifient carrément les règles de la ROM originale. Mais ces remixes restent légers. Si tu connais déjà très bien ces jeux, tu vas pas en tirer grand chose. Mais c'est pour les autres que c'est intéressant. Si t'es pas allergique au rétro, ça va sûrement te donner envie d'approfondir les jeux de cette époque. Seul bémol, les jeux complets ne sont pas inclus. Là, Nintendo, ils font leur rat. Ils voulaient que tu payes ensuite ces jeux à l'unité sur la console virtuelle. Mais bon, NES Remix, ça coûtait pas très cher, donc ça peut se comprendre. Le premier a des jeux assez vieux, et le 2 est plus riche avec des titres qui ont moins vieilli. Mais si t'es dans un mood rétro 8 bits, je te conseille quand même de te faire les deux dans l'ordre. Avant que Sonic ne soit un open world, c'était un Sonic Lost World, en exclusivité Wii U, sur console. Parce que depuis, il est sorti sur PC. Mais je pense que le public PC et console est assez différent pour que personne m'en veuille si je préfère insister sur son exclusivité console. Il a le mérite de proposer des choses originales pour la série, grâce à ses emprunts à Mario Galaxy. Mais sans atteindre le niveau d'ennui auquel nous ont habitués les Sonic, il est quand même pas particulièrement passionnant. Si ça vous intéresse, j'en ai parlé plus en détail dans une vidéo critique Wii U en vrac. Kirby et le pinceau arc-en-ciel. Vous allez penser que je suis aigri de la vie, mais ce jeu non plus je l'aime pas. Alors ça vient même pas du fait que j'aime pas trop Kirby à la base, parce que là c'est très différent, mais il y a encore ce côté jeu DS qui m'agace. Elle est révolue la période où j'avais encore envie de contrôler un personnage intégralement au stylet jusqu'à la fin du jeu. Tracer des lignes que va suivre Kirby pour récupérer tous les collectibles, ça me passionne pas. Ça sera jamais aussi précis qu'un stick, et moi je préfère avoir un contrôle direct sur mon personnage dans un platformer de ce genre. Mais que ça ne vous dissuade pas de tester si vous n'avez jamais eu de Nintendo DS ou que vous avez moins de 10 ans. Xenoblade Chronicles X. Oula, c'est les montagnes russes cette sélection. Et avec ce JRPG, on est dans ce qui se fait de meilleur en termes d'exclusivité. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est sûrement le jeu de cette liste qui a encore le plus de chances de ressortir sur Switch, vu son ambition, son envergure, sa richesse. Et à titre perso, j'ai peut-être même trouvé ça trop riche. Le début, il est hardcore. Très dense, des tonnes de dialogues, d'explications et de tutos. Faut attendre longtemps avant de vraiment commencer à s'amuser dessus, je trouve. Faudrait que je réessaye une partie à l'occasion, maintenant que je connais déjà mieux les bases. Si vous n'êtes pas allergique au RPG et que vous cherchez une aventure trouvable nulle part ailleurs, c'est Xenoblade Chronicles X qu'il vous faut. Ou alors Paper Mario Color Splash. C'est pas la même ambiance, c'est plus léger, mais c'est pas mal en vrai. Je m'attendais à bien pire après avoir joué à Sticker Star sur 3DS. Bon, ça vaut toujours pas les épisodes 64 GameCube ou même Wii, mais pour un jeu qui a pas spécialement grande réputation, c'est assez réussi. Il y a de l'humour, la réalisation est franchement bonne, c'est un vrai jeu HD et pas un simple jeu Wii avec un lissage comme New Super Mario Bros. U. Vu qu'il a ce style plat presque 2D, il y a un côté minimaliste comme ça en vidéo, mais croyez-moi, la mise en scène vous surprendra. Et puis l'exploration des niveaux est agréable. Par contre, seule ombre au tableau, les combats, vite lassants, répétitifs, et pas motivants sachant que tu gagnes rien à les faire. Leur seul but, c'est de te ralentir dans les zones. Il y a quelques temps, j'ai été surpris de voir autant de jeunes sur mes vidéos me dire que ce Paper Mario faisait partie de leur jeu préféré de leur enfance. Il y en a même un, je crois, qui m'a dit que c'était son jeu préféré de tous les temps. Et ça m'a fait relativiser l'avis que je vous donne parfois sur des jeux. Plus les années vont passer, plus je vais sonner comme un blasé à mesure que je continuerai de voir des jeux qui ressemblent beaucoup trop à des jeux auxquels j'ai déjà joué. Parce que de plus en plus, je cherche à jouer à des jeux meilleurs que ceux que j'ai déjà faits. C'est normal, quand t'as joué 20 ans aux jeux vidéo, t'es moins impressionnable que quand ça fait que 2 ans. Les premières générations de Pokémon, je surkiffe, mais parce que c'est la première fois que je jouais à quelque chose d'aussi profond. J'ai pas de doute que si j'avais dû découvrir ça adulte 20 ans trop tard, j'en aurais rien eu à carrer. C'est pour ça qu'il faut relativiser ce que je dis. Dans mes vidéos, je m'adresse pas à des enfants qui découvrent le jeu vidéo avec plein d'étoiles dans les yeux. Ceux-là, j'ai pas envie de les démotiver en disant que j'aime pas les combats de Paper Mario Color Splash,
Parce que si ça se trouve, eux ça les éclate et c'est tout ce qui compte. Donc comme d'hab, faites-vous votre propre avis. Ensuite, Star Fox Zero. Star Fox Zero. J'aime pas Star Fox plus que ça, sachez-le. Celui-là ne déroge pas à la règle. Mais je l'ai pas trouvé moins bien que les autres en fait. Il est fluide et le game feel est plutôt bon. C'est pas forcément toujours évident de combiner la vue sur la télé et la visée sur le gamepad, mais je pense pas que ça soit un défaut du jeu. C'est une question d'habitude. C'était tout à leur honneur de pas simplement copier-coller la même formule de gameplay. Sans innovation, on n'aurait jamais inventé la croix ou les joysticks analogiques. Mais comme tout nouveau jeu qui brise un peu les codes, il faut s'investir davantage pour le prendre en main. Alors il risque de perdre beaucoup de joueurs dans les premières heures. Mais ça veut pas dire que sur la durée c'est pas bien. ZombiU, c'est une exclue. Mais non, pas du tout, il est ressorti sur PC, PS4, Xbox One. Ah non, sur ces machines, c'est Zombie qui est sorti, pas ZombiU. Et puis le cœur du gameplay, c'est l'exploitation du gamepad, donc sur d'autres machines, ça n'a aucun intérêt. ZombiU a le mérite, sans être un excellent jeu, d'être un vrai jeu Wii U. Qu'est-ce que j'entends par là ? Bah tout simplement qu'il exploitait son gamepad, et ce, dès le lancement de la machine. Pour rappel, au line-up, si tu mets Nintendo Land de côté, et que tu cherches un vrai jeu solo, c'est pas dans Mario Bros U que tu vas te servir du deuxième écran. Et tous les portages d'éditeurs tiers, au mieux t'avais la map dessus. ZombiU faisait en sorte que tu doives te pencher vers ton écran pour bidouiller ou fouiller des trucs, sans mettre le jeu sur pause, en te laissant vulnérable à une attaque surprise de zombies. Donc fallait garder un œil sur l'écran de la télé, et ça apportait une certaine tension, qui était inédite. C'est pour ça que je souhaitais en parler. ZombiU sans gamepad, c'est pas pareil. Alors bien sûr, cette sélection n'est pas exhaustive, j'ai pas mis les trucs genre Wii Fit You, Animal Crossing ou Mario Party, je me suis limité à 10. Et j'ai pas cité le premier Splatoon, parce que j'en ai fait une vidéo entière il y a 2 mois, j'ai pas non plus cité les versions HD de Twilight Princess et Wind Waker, parce que c'est pas des exclusivités à proprement parler. Et puis j'en ai déjà fait une vidéo en début d'année. Non, même si je les aime pas tous, je trouvais ces 10 jeux-là intéressants à vous présenter. Si y en a d'autres qui vous viennent en tête, faites-moi signe. Maintenant, la grande question c'est, est-ce qu'ils finiront par sortir sur Switch ? Bah franchement, je sais pas. Nintendo a l'air de s'être calmé niveau portage, et puis quand c'est des concepts qui exploitent vraiment le double écran, comme Nintendo Land, Game & Wario ou Star Fox Zero, ça me semble pas très pertinent à porter. Les précédents Paper Mario ont jamais été remasterisés, donc ça m'étonnerait que ça soit Color Splash qui ouvre le bal. Xenoblade Chronicles X, c'est probable, en attendant le Xeno 4 après les DLC du 3. Mais les autres jeux, c'est pas des grosses licences qui se vendraient bien, donc pas sûr que ça vaille l'investissement. Reste Sonic Lost World. Sonic c'est n'importe quoi, donc à tous les coups il va ressortir un jour. Et puis si c'est pas sur Switch, ça sera sur la prochaine console. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce que ces 10 jeux ont des chances de quitter le club très privé des exclus Wii U ? Avant de vous laisser, je vous suggère ces 2 vidéos. L'une sur plein d'autres jeux Wii U, et l'autre sur pourquoi je me suis remis à la 3DS cette année. Et pas qu'un peu. Elle me ferait presque déserter la Wii U en fait, cette coquine.